Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews. Je suis Hasmi Karakelian. Ce soir, sur une édition spéciale entièrement consacrée à un seul sujet, le nom de l'Arménie est sur toutes les lèvres au cœur d'un sommet historique qui se joue en ce moment même à Washington. À l'heure où je vous parle, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan est en tête-à-tête avec le président américain Donald Trump. Dans le moyen du Nord, ce sera au tour du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev d'entrer à la Maison-Blanche. Avant le point d'orgue de cette soirée, la rencontre trilatérale prévue à minuit, heure d'Erevan. Un sommet que Donald Trump a lui-même qualifié d'historique, promettant une cérémonie de signature de la paix. Le chef de la Maison-Blanche a écrit sur sa page de réseau social, je cite, « L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont en guerre depuis des années, ce qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Les États-Unis signeront également des accords bilatéraux avec les deux pays pour exploiter conjointement les opportunités économiques. » Trump a noté que de nombreux dirigeants avaient tenté de mettre fin au conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais que lui seul y était parvenu. Je tiens à rappeler que la délégation dirigée par le Premier ministre arménien à Washington est composée du ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan, du chef du cabinet du Premier ministre Araïk Harutyunyan, du secrétaire du Conseil de sécurité Armen Grigoryan, du chef du groupe parlementaire Contrat civil Hayk Konjorian, du ministre de l'Industrie de haute technologie Mkhitar Hayrapetian et d'autres responsables. Donc, à quoi s'attendre de cette rencontre? Il est évident que les documents qui seront signés cette nuit ne sont pas seulement historiques. Ils s'apprêtent à redessiner la carte géopolitique du Caucase du Sud. Pour décrypter les enjeux, Reopen Media a obtenu les analyses exclusives de deux figures clés de la diplomatie américaine. Parmi eux, l'un des plus grands connaisseurs du dossier, l'ancien co-président du groupe de Minsk, James Warlick, qui a accepté de nous livrer son point de vue. Face à lui, un ancien ambassadeur américain à Bakou, beaucoup plus sceptique. Deux visions radicalement opposées pour un sommet qui pourrait redessiner l'avenir du Caucase du Sud. Regardez le reportage d'Aram Avetisian depuis Washington. Alors que le sommet du 8 août à la Maison-Blanche approche, les analyses des anciens diplomates américains divergent. L'ancien coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE, James Warlick, dans un entretien avec le Open Media, évalue positivement le sommet entre les États-Unis, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il estime que ces développements visent à redessiner la carte géopolitique du Caucase du Sud. Rappelons que, selon des fuites dans la presse, un projet commercial et d'infrastructure baptisé Trump's Route for International Peace and Prosperity, ou TRIP en abrégé, serait au cœur des discussions. C'est une étape positive, surtout pour l'Arménie, qui est isolée dans la région. En réalité, c'est bénéfique pour toute la région. Un avis que ne partage pas entièrement Richard Kauslarich, ancien ambassadeur des États-Unis en Azerbaïdjan. Dans un entretien avec Reopen Media, il a exprimé ses inquiétudes concernant plusieurs aspects de cette initiative. Selon lui, l'activité de Trump dans ce dossier est également motivée par son désir personnel de se poser en artisan de la paix sur fond de ses efforts jusqu'ici infructueux. C'est un exemple de l'approche de Trump en matière de politique étrangère, qui est transactionnelle et où tout n'est pas comme d'habitude. Elle n'est pas basée sur des programmes d'aide économique américains ou sur la présence de forces américaines. Elle est basée sur des intérêts commerciaux. Sans une participation sérieuse de l'État et sans une architecture de sécurité fiable, de tels projets, selon lui, manquent de fondations solides. Pour Richard Kauslarich, une simple présence commerciale est insuffisante pour réaliser un projet aussi ambitieux. La sécurité de cette route est essentielle et à mon avis, il ne suffit pas qu'une simple entreprise américaine soit responsable du corridor. Il existe des menaces pour la sécurité dans la région qui peuvent émaner de l'Iran et de la Russie. Les analystes soulignent l'importance de la réaction de Moscou et de Téhéran à ces développements. L'ambassadeur Warlick est convaincu que la présence américaine dans la région ne réjouira ni la Russie ni l'Iran. Je m'attends à une réaction négative, en particulier de la part du Moscou, car Moscou considère depuis longtemps cette région comme sa sphère d'influence et comme une partie de l'ex-Union soviétique. Richard Kauslarich, quant à lui, rappelle que le président iranien s'apprête à se rendre en Arménie.
Je ne peux pas imaginer une situation où l'Iran et la Russie céderaient volontairement leur leadership aux États-Unis, dans quelque médiation que ce soit, sans leur implication. Il est donc très important de suivre comment la Russie et l'Iran réagiront à ce qui se passera vendredi. Interrogé sur les informations concernant la dissolution du groupe de Minsk de l'OSCE, l'ancien coprésident, l'ambassadeur Warlick, estime que le groupe a joué un rôle positif, mais que la poursuite de son activité nécessite un consensus de toutes les parties, consensus qui fait défaut. Selon l'ambassadeur Karzlarich, la dissolution du groupe de Minsk serait un pas qui irait, sans aucun doute, dans le sens des intérêts de l'Azerbaïdjan. Bakou en parle depuis longtemps, souligne-t-il. Aram Avetissien, Reopen Media, Washington. Faisons le point sur les informations exclusives révélées par le journaliste azerbaïdjanais Alex Raufoglu, correspondant de l'agence Duran accréditée au département d'État. C'est ce même journaliste qui, dès lundi, avait annoncé la tenue du sommet de ce soir, une information qui n'a été confirmée que 2 jours plus tard. Hier, il avait détaillé ce qui devrait être signé à la Maison-Blanche. Il s'agirait de 4 documents, une déclaration conjointe arméno-azerbaïdjanaise, la pré-signature d'un traité de paix par les ministres des Affaires étrangères, une demande commune de retrait du groupe de Minsk, ce qui signerait sa fin de facto. Des mémorandums d'entente distincts signés par les États-Unis avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'objectif affiché, selon les responsables américains, serait de rendre la paix aussi irréversible que possible. C'est une visite officielle qui prend tout son sens au vu du calendrier. Le président iranien Massoud Pezeshkian se rendra en Arménie. Cette nouvelle, qui circulait depuis plusieurs mois, a été confirmée 2 jours seulement après l'annonce de la visite de Nikol Pachinian à Washington. Une visite au cours de laquelle le premier ministre arménien rencontrera le président azerbaïdjanais à la Maison-Blanche, sous le parrainage du président américain Donald Trump, l'adversaire déclaré de l'Iran. À Téhéran, les milieux politiques et experts sont en ébullition. Selon eux, l'objectif du sommet est clair: convaincre l'Arménie de déléguer la gestion de la future route stratégique à une entreprise américaine. Mahmoud Ahmadi Bigesh, ancien membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, estime que Téhéran n'aurait pas dû soutenir aussi ouvertement l'Azerbaïdjan lors des 2 guerres du Karabakh, car cela a conduit à une perte de confiance de la part de l'Arménie. Regardons la question de l'autre côté. Si l'Iran était à la place de l'Arménie, nous ferions-nous confiance, compte tenu de nos actions? La réponse est univoque. Non. L'Arménie, en tant qu'acteur clé dans la question du corridor, aurait pu prendre une décision en toute indépendance, accepter ou refuser. Elle aurait eu cette possibilité si nous avions maintenu notre neutralité. Au lieu de cela, quelle était la logique lorsque le chef spirituel, imam de nos 5 provinces les plus importantes, se mêle de diplomatie et publie une déclaration commune en faveur d'Ilham Aliyev? Par de tels gestes, nous avons créé une situation qu'il est aujourd'hui presque impossible de corriger. Le conseiller du guide suprême iranien, Ali Akbar Velataï, avait d'ailleurs prévenu que l'ouverture du soi-disant corridor de Zangezur placerait l'Iran et la Russie dans un blocus terrestre et que l'Iran y réagirait vivement. L'analyse de certains est de dire que nous sommes en guerre avec Israël et l'Amérique et que nous ne devrions pas ouvrir un nouveau front pour l'ennemi. Cependant, je dois leur dire que leur raisonnement est erroné, car la République d'Azerbaïdjan, depuis la création de son identité, s'est fondée sur l'inimitié avec l'Iran. Pour de nombreux analystes, la rencontre à venir entre Pachinian et Aliyev est une tentative de remplacer l'accord tripartite raté du 9 novembre par un traité de paix peut-être plus stable sur une plateforme occidentale, ce qui signifierait un changement de cap direct de Moscou vers Washington, l'ennemi de Téhéran. Ils n'ont pas besoin de relations d'égal à égal dans l'espace post-soviétique. Ils ont besoin de prendre des ressources et d'agir comme des colonialistes typiques, des impérialistes. Nous espérons que les pays de la région, y compris l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sont conscients des risques d'aggravation de la situation. Tout le monde sait comment cela se termine. Et la Russie a déjà exprimé sa position sur l'activisme américain dans la région le mois dernier. Le délai de validité de l'accord du 9 novembre arrive bientôt à son terme. Depuis sa signature, le document s'est transformé en une liste de violations chroniques. 1 mois seulement après la déclaration, la partie azerbaïdjanaise a pris les villages de Intager et Ksadber avant de pénétrer sur le territoire souverain de l'Arménie en 2021 et 2022. La violation la plus flagrante fut l'agression à grande échelle contre l'Artsakh en septembre 2023 et son nettoyage ethnique forcé, annulant de fait les dispositions clés du mémorandum. Simon Ovannisyan, Reopen Media. Le service russe de la BBC écrit que lorsque les principaux projets de paix de Trump ont échoué, il a tourné son affection vers le conflit arméno-azerbaïdjanais, où les hostilités étaient terminées depuis longtemps et où même le texte du traité de paix avait déjà été élaboré et convenu.
Il ne restait plus qu'à le signer. Citant certaines sources médiatiques, la BBC note que les parties sont parvenues à un compromis sur l'ouverture de la route entre l'Azerbaïdjan et son exclave, le Nakhichevan. Au lieu du soi-disant corridor de Zangezur, la route restera sous contrôle arménien, mais sera gérée par une société américaine. Face à la multiplication des commentaires et des rumeurs, Yerevan réagit fermement. La porte-parole du Premier ministre Nazeli Bardasarian a publié une mise au point ce matin. Elle a déclaré que toutes les affirmations et publications selon lesquelles l'Arménie aurait accepté ou accepterait une solution de type corridor ne correspondent tout simplement pas à la réalité. Elle a rappelé que la position de l'Arménie, très claire et sans ambiguïté, a été exposé par le Premier ministre Nikol Pachinian lors de sa conférence de presse du 16 juillet et d'ajouter « Il ne peut être question d'aucune autre logique ». Une paix obtenue sous la menace d'une arme n'est pas la paix, a déclaré le directeur exécutif de l'ANCA, Aram Hamparian. Le comité de la cause arménienne d'Amérique est préoccupé par le fait que toute déclaration ou accord publié à l'issue des rencontres aujourd'hui n'abordera pas les priorités fondamentales, parmi lesquelles le droit des Arméniens de retourner dans leur foyer en Artsakh, la libération des prisonniers et otages arméniens détenus par l'Azerbaïdjan, la protection internationale des sanctuaires chrétiens arméniens et la fin de l'occupation militaire du territoire souverain arménien par l'Azerbaïdjan. Washington a pris part aux efforts de règlement du conflit du Haut-Karabakh dès les années 90. C'est en 1994-1995 qu'a été établi le format de la coprésidence de groupe de Minsk, au sein duquel les États-Unis ont assumé ce rôle aux côtés de la Russie et de la France. La médiation la plus marquante entreprise par Washington au cours des 3 dernières décennies fut le processus dit de Key West. Il prévoyait que l'Azerbaïdjan renonce à ses prétentions sur le territoire de la région autonome du Haut-Karabakh, qu'il assure un corridor d'une largeur appropriée avec l'Arménie, en échange de quoi il récupère les districts adjacents et la possibilité de se connecter au Nakhichevan. Je ne suis pas venu en Floride, à des milliers de kilomètres de l'Arménie, pour faire des déclarations de propagande ou pour apprendre aux coprésidents comment faire leur travail. Je suis venu pour travailler de manière constructive à un règlement. C'est tout. Merci. Au cours de ces négociations complexes, la partie arménienne a toujours adopté et adopte encore des positions dures et non constructives. Nous ne parvenons pas à un accord car la position de la partie arménienne est basée sur l'occupation de 20% du territoire azerbaïdjanais. En 2000, une solution était proche, mais au dernier moment, Heydar Aliyev a fait marche arrière. 2 décennies plus tard, on apprendra que c'est son fils Ilham qui l'avait convaincu de ne faire aucune concession aux Arméniens. Sa logique était simple, les projets d'acheminement du pétrole azerbaïdjanais vers la Turquie, via la Géorgie, puis vers l'Europe, allaient bientôt être lancés. Viendrait ensuite la vente du gaz à l'Occident par la même voie. En somme, l'Azerbaïdjan s'apprêtait à faire de grandes affaires avec l'Occident, à gagner beaucoup d'argent et d'influence. Il n'y avait donc aucun intérêt à ce stade à trouver un accord avec les Arméniens. Après la mort de Heydar Aliyev, a débuté le processus dit de Prague, qui a finalement abouti au principe de Madrid, puis sur cette base, au pourparlers de Kazan. Lorsque Serge Sarkissian et Ilham Aliyev étaient très proches d'un accord en Russie, Barack Obama a personnellement parlé aux 2 dirigeants pour leur souhaiter du succès. Mais là encore, Ilham Aliyev s'est rétracté au dernier moment. C'est aussi à cette période qu'ont été publiées les 5 déclarations célèbres des chefs d'État des pays coprésidents, dont Aliyev a tout fait pour se débarrasser, car elles mentionnaient les 3 principes de Madrid, y compris le droit à l'autodétermination. Dans les années 2010, 7 États américains ont reconnu l'indépendance de l'Artsakh, Rhode Island, Massachusetts, Louisiane, Maine, Californie, Géorgie et Hawaï. Pendant toute cette période, l'Artsakh avait un représentant aux États-Unis. Les coprésidents américains se sont succédés au fil des décennies, mais le processus est toujours resté à l'ordre du jour de la politique étrangère américaine. Puis est arrivée l'année 2020 et tout a changé. Le groupe de Minsk a de facto cessé d'exister, les pays coprésidents ont nommé des envoyés spéciaux distincts car ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Finalement, Nikol Pachinian a cédé aux exhortations européennes et en 2022 a reconnu l'Artsakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Les approches américaines ont également changé en conséquence et le problème a été replacé dans le contexte plus large de la politique régionale. Et voilà que Donald Trump arrive avec sa logique de parade de la paix et des intentions qui n'appartiennent qu'à lui. Mary Danielian, Reopen Media. Alors, Washington, la voix de l'Arménie n'est pas seulement celle de ses diplomates. Elle est aussi portée et parfois avec plus de force par 2 puissantes organisations qui travaillent sans relâche pour influencer la politique américaine.
le comité de la cause arménienne avec son activisme de terrain et l'Assemblée arménienne d'Amérique avec ses réseaux d'influence. Deux styles, deux approches pour un même combat. Alors que des décisions historiques sont sur le point d'être prises, leur rôle n'a jamais été aussi déterminant, plongé au cœur de la voie arménienne en Amérique. Aux États-Unis, la défense des intérêts de l'Arménie et des Arméniens repose sur deux piliers majeurs. Le comité de la cause arménienne Haïdat et l'Assemblée arménienne d'Amérique. Si leur objectif est le même, leurs méthodes, elles, sont radicalement différentes. Le comité de la cause arménienne est une organisation communautaire. Son principal outil est la mobilisation publique qui inclut le travail avec les électeurs, les manifestations et la pression directe sur les législateurs-législatrices. En 2023, par exemple, l'organisation a activement fait du lobbying pour l'adoption de l'Armenia Protection Act qui visait à suspendre l'aide militaire américaine à l'Azerbaïdjan. Le comité apporte également un soutien public aux candidats et candidates dont les positions sont en phase avec son agenda. Avertissement des Arméniens d'Amérique. L'accord soutenu par la Maison-Blanche normalise le génocide des Arméniens d'Artsakh par l'Azerbaïdjan. Le comité de la cause arménienne appelle à une paix véritable, fondée sur le retour des Arméniens au Haut-Karabakh et la libération des otages arméniens qu'au l'Azerbaïdjan. À l'opposé, l'Assemblée arménienne d'Amérique fonctionne comme une structure centralisée, axée sur la recherche. Sa méthodologie repose sur l'analyse politique, la préparation de rapports et un travail direct et non public avec les responsables politiques. L'adoption en 2019 des résolutions reconnaissant les génocides arméniens par les deux chambres du Congrès américain a par exemple été précédée par des décennies de ce travail d'information. L'Assemblée mène également des programmes de stage qui permettent à de jeunes professionnels de s'intégrer dans les structures étatiques de Washington. Ainsi, les deux principales structures de lobbying arméno-américaines appliquent des approches distinctes. La première se concentre sur la mobilisation publique de masse, la seconde sur la recherche et le lobbying direct. Mais par leur activité, toutes deux visent à représenter les intérêts de la communauté arméno-américaine et influencer la politique étrangère des États-Unis sur les questions relatives à l'Arménie. Simone Hovhannisandri, Open Media. Depuis l'indépendance de l'Arménie, c'était devenu un rituel. Chaque 24 avril, tout un peuple retenait son souffle, suspendu aux lèvres du président américain. Allait-il enfin prononcer le mot génocide? Ou allait-il une fois de plus se réfugier derrière la formule diplomatique du Metz-Yeren? Derrière ce choix des mots, c'est une véritable bataille qui s'est jouée pendant des décennies à Washington. Un combat permanent entre la conscience morale et les froids calculs géopolitiques. Entre les promesses électorales et la crainte de froisser la Turquie, cet allié stratégique au sein de l'OTAN. Alors comment, après un siècle de valses hésitations et de pression constante, ce mur politique a-t-il fini par céder? Comment les États-Unis en sont-ils arrivés à une reconnaissance pleine et entière? Retour sur un parcours semé d'embûches où chaque mot prononcé par la Maison-Blanche était pesé au trébuchet de l'histoire. Depuis les tout premiers instants du génocide arménien de 1915, la position des États-Unis a presque toujours été en champ de confrontation entre la morale et la politique. Tous les présidents ont été bien informés de cette sombre page de l'histoire. Beaucoup ont apporté leur contribution à des programmes pro-arméniens, y compris à la campagne pour la reconnaissance du génocide. D'autres ont cédé aux pressions turques et ont évité de faire avancer l'agenda des lobbyistes arméniens et pro-arméniens. Les promesses de reconnaître le génocide ont commencé après l'indépendance de l'Arménie. Le relais a été lancé par George H.W. Bush. Il a été le premier à adresser un message le 24 avril, sans toutefois y mentionner le terme crucial. Les présidents qui lui ont succédé ont également fait des promesses pendant leur campagne électorale, mais une fois installés à la Maison-Blanche, ils se sont retrouvés face à un choix difficile, honorer un devoir moral ou éviter des conséquences politiques dommageables. L'événement historique a été qualifié pour la première fois de génocide par le président Ronald Reagan dès 1981. Dans son message commémorant l'Holocauste, il a parlé du génocide des Arméniens ainsi que des atrocités nazies, déclarant « Comme le génocide des Arméniens avant lui et le génocide des Khmers du Cambodge après lui. Les leçons de l'Holocauste ne doivent jamais être oubliées. » ont édicté ce terme, préoccupé par l'importance stratégique de la Turquie et son rôle au sein de l'OTAN. Malgré de nombreuses références, George W. Bush père, Bill Clinton et George W. Bush fils se sont limités à des formules comme « la grande tragédie » ou « les souffrances inimaginables du peuple arménien ». C'est Barack Obama qui a introduit dans le discours officiel l'expression arménienne « Metz-Yeren », le grand crime. Sous l'administration Trump en 2019, la Chambre des représentants et le Sénat américain ont adopté à l'unanimité des résolutions reconnaissant le génocide au niveau de l'État. Mais même dans ce contexte, la Maison-Blanche continuait de le qualifier de grande catastrophe. Les Américains honorent tous les Arméniens qui ont péri dans le génocide qui a commencé il y a 106 ans aujourd'hui.
Le 24 avril 2021, le président Joe Biden est devenu le premier président américain à l'utiliser officiellement le terme génocide. Ce message de Biden n'était pas seulement historique, il était aussi symbolique, en réponse à la lutte de longue haleine de la communauté arménienne. Bien que le Congrès ait reconnu à l'unanimité le génocide arménien en 2019, Trump n'a pas suivi cette voie. Dans ses déclarations officielles 2025-2026, il a continué d'éviter le terme génocide, préférant la version d'Obama, Meds Iran. Néanmoins, les États-Unis sont aujourd'hui considérés comme un État ayant pleinement reconnu le génocide arménien à tous les niveaux. Voilà ce que nous avions prévu pour vous aujourd'hui. Nous avons essayé de vous dire tout ce qui était possible à l'heure où les événements se déroulent encore à Washington. Nous suivons la situation minute par minute et nous vous retrouverons lundi pour une analyse complète. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Bon week-end à tous.